Vous connaissez sans doute le Journal du Dimanche et Paris Match, de véritables institutions du kiosque à journaux, respectivement fondées en 1948 et 1949. Depuis quelques années, vous avez peut-être remarqué un changement dans les sujets que ces médias traitent, dans les angles qu'ils choisissent, une extrême droitisation de ces titres. Ce changement a un nom, il s'appelle Vincent Bolloré. On le sait, la tendance médiatique actuelle est à la concentration. Des milliardaires normalement éloignés de ce domaine se sont mis à racheter de nombreux titres de presse extrêmement populaires. Si ces rachats peuvent donner un nouveau souffle aux finances des médias concernés, ils sont surtout le théâtre de nombreuses ingérences, perpétrées par les actionnaires sur le travail des rédactions. Plongeons aujourd'hui dans le quotidien d'un média dirigé par Vincent Bolloré. Nous rencontrons Juliette Demey et Caroline Fontaine, anciennes journalistes du JDD et de Paris Match. Elles nous racontent les ingérences et la violence qu'elles ont subies, mais aussi le combat qu'elles ont mené, pour une presse plus libre et indépendante, et pour une meilleure protection des journalistes. Bonjour à toutes les deux, merci beaucoup d'avoir accepté de venir dans ce podcast. Je vous laisse vous présenter et nous dire ce que vous faites dans la vie en ce moment. Moi, je suis Juliette Demey, je suis journaliste indépendante. En ce moment, je donne des cours dans une école de journalisme à Villeneuve-d'Ascq, à l'IJTM. Je viens aussi de finir une formation pour devenir intervenante en éducation aux médias et à l'information. Donc, je commence à faire des interventions de ce type. Et par ailleurs, je suis coprésidente de l'association Article 34, qui a été créée par des anciens du JDD et de Paris Match. Bonjour, moi c'est Caroline Fontaine, donc je suis journaliste indépendante. Je viens de terminer un documentaire qui s'appelle Le Dictionnaire amoureux du journalisme et j'ai repris mes études. Je suis actuellement un master 2 en adaptation au changement climatique, où je me suis un peu spécialisée sur les récits autour du changement climatique. Merci beaucoup. Pour commencer, on va revenir un peu sur votre parcours professionnel de journaliste et surtout sur vos carrières respectives au JDD et à Paris Match. Donc combien de temps vous avez respectivement du coup travaillé dans ces rédactions et la question à 10 000 euros, pourquoi vous êtes partie? Moi je suis arrivée à Paris Match en janvier 2003. Juliette Demey était déjà là. C'est peut-être la première personne que j'ai vue et j'y ai travaillé 20 ans. Et à Match, on était peu spécialisés, donc j'ai fait des choses très différentes. J'ai fait un peu de politique, c'était pas ce que je préférais, mais j'ai fait aussi beaucoup de sociétés, pas mal d'internationales. Voilà, et j'ai été licenciée pile 20 ans après mon arrivée, en avril 2023. Alors ça, c'est mon interprétation, mais parce que j'étais très active au sein de la Société des journalistes, que Vincent Vivendi, le groupe de Vincent Bolloré, avait pris... était devenu actionnaire majoritaire de Lagardère qui détenait Paris Match. Et au sein de la SDJ, on s'était beaucoup battu contre les nombreuses ingérences de notre nouvel actionnaire. Donc moi, j'ai connu Caroline à Paris Match au tout début de ma carrière. J'y suis restée 4 ans. Et après, j'ai travaillé dans plein de titres en tant que journaliste indépendante, enfin pigiste. Et puis, je suis arrivée au JDD en 2011. Et au Journal du Dimanche, donc j'y suis restée pendant 12 ans. J'étais toujours au service société, je suis une généraliste, un peu comme Caroline. Je fais un peu de tout type de sujets, reporter puis grand reporter, avec des dominantes dans les dernières années sur les sujets liés aux femmes, aux violences faites aux femmes, violences sexuelles envers les enfants, et aussi sciences. J'étais responsable de la page sciences pendant quelques années. Et je suis partie du Journal du Dimanche en même temps que 95% de la rédaction en août 2023, août-septembre 2023, à l'issue de la grève qu'on a menée contre la nomination donc, de Geoffroy Lejeune à la tête de la rédaction. Et on a négocié un accord avec la direction qui a permis à tous ceux qui le souhaitaient de quitter la rédaction sans avoir à travailler sous sa direction. Avant le rachat par Vivendi du groupe Lagardère, comment vous définiriez l'ambiance, la ligne éditoriale? Comment ça se passait en fait à Paris Match et au JDD Moi, j'adorais travailler dans ce journal. J'adorais ce journal. J'adorais les gens avec qui je travaillais. C'était extraordinaire de travailler avec les photographes. On avait encore pas mal d'argent et beaucoup de possibilités de partir sur le terrain. Et donc, on faisait beaucoup de terrain. Et donc, je dois dire que pour moi, c'est plutôt des souvenirs merveilleux. Après, c'était pas un monde de bisounours. Il y avait des frictions. C'était parfois difficile avec notre hiérarchie. Il y avait un mode de management qui était
plutôt assez violents. Et ça n'a jamais été très facile. Mais on avait une très très grande liberté et c'était vraiment pour moi, match, c'était le lieu de tous les possibles. On proposait un sujet, on partait. Donc c'était avant l'arrivée de Vincent Bolloré, c'était quand même un bel endroit pour faire ce métier. Moi, le journal du dimanche, c'était le journal dans lequel je voulais travailler. Enfin, vraiment, j'ai voulu travailler dans ce journal. J'y ai eu des très très belles années aussi, beaucoup de reportages, de liberté dans la proposition des sujets, dans l'écriture aussi. Une grande variété, et puis aussi un travail avec des photographes en reportage qui rappelait un peu Paris Match. Euh, il y a eu différentes époques pour moi au JDD, selon les années, selon les directions. Il y a eu par certains moments des relations tendues entre la société des journalistes et la direction. Donc voilà, et ça a été une rédaction toujours assez engagée dans un dialogue plutôt franc avec sa direction. En 2021, donc, Vincent Bolloré prend le contrôle du groupe Lagardère et donc du JDD et de Paris Match par la même occasion. Comment la rédaction, comment vous avez appris le rachat? Est-ce qu'à un moment vous avez été consulté, on vous a demandé votre avis, on vous a informé? Quelle a été un peu la réaction vraiment face au fait d'être racheté? Comment vous l'avez vécu en rédaction? Ah, non, enfin, je me souviens pas qu'on se soit dit on est racheté par Bolloré. En fait, c'était une montée progressive dans le capital, quoi. Voilà, on a bien vu qu'il avait une emprise croissante et une prise de pouvoir croissante. Mais je me souviens pas, voilà, qu'on soit tous réunis en se disant ah ça y est, on est racheté par Bolloré. Mhm. Ouais, non, je me souviens qu'à l'époque, déjà, l'actionnaire principal qui était Arnaud Lagardère était très fragilisé. On savait qu'il avait des gros soucis financiers, etc. Ça, c'était assez documenté dans la presse et qu'il avait des problèmes avec un de ses fonds, un de ses actionnaires qui était le fonds Ambert. Et donc, on ne savait pas qui allait nous racheter. On n'était pas très friand de l'idée d'être racheté par Vincent Bolloré parce qu'on savait qu'il était un actionnaire qui était plutôt assez présent dans les pages de ces médias. Et donc, on s'inquiétait un peu. Est-ce que ça va être Bernard Arnault? Est-ce que ça va être truc, etc. Et puis, en fait, ils sont tous les deux rentrés en même temps, Bernard Arnault et Vincent Bolloré, au Capital, d'abord pour aider. Et puis, finalement, donc Bolloré, il rentre au Capital dès avril 2020, enfin, avant l'été, mais il n'est pas majoritaire. Et puis, tout le monde pense que ça va être Bernard Arnault qui va gagner parce que c'est le plus riche. Et finalement, non, c'est pas lui qui gagne. Et donc là, je me souviens qu'on était quand même un peu inquiets. Mais voilà, de toute façon, c'est toujours des moments, c'est des moments où l'inquiétude, elle se propage parce que nous, à la limite, on ne sait pas encore ce qui va nous arriver, mais notre direction, nos chefs, eux, ils sont inquiets parce qu'ils ont peur de sauter, ils ont peur de ci. Et donc, c'est des moments qui sont de toute façon de très grande fragilité pour la rédaction parce qu'ils essayent de faire plaisir aux actionnaires. Donc, ils font des petits papiers pour faire plaisir, ils font ci, ils font ça. Donc, déjà, on sent que la rédaction, elle est plus si indépendante. Comment cette cohabitation se déroule au début, puisqu'on entend beaucoup parler de ce rachat, surtout en 2023, avec l'arrivée de Geoffroy Lejeune au JDD, etc. Mais les premiers mois, les 2 premières années, comment ça se passe? Non, moi je trouve que très vite on a compris qu'on avait changé d'époque et en fait ça, bon ça c'est un peu compliqué à raconter, mais je pense que assez vite, d'abord on a changé à peu près à la même époque de maquette, on a réduit la part accordée au rédactionnel, au reportage. Et en fait ce changement de maquette, comme souvent, c'est une façon de faire des licenciements économiques, il y a moins de place. Donc moins de pigistes, moins d'articles, moins de travail pour nous, etc., etc. Donc déjà, ça reformate la rédaction. Le management avait changé et ça s'est passé un peu avant l'arrivée de Vincent Bolloré. On a eu un nouveau directeur qui avait une manière de manager qui était extrêmement violente. Donc on n'est plus déjà en très bonne forme quand Vincent Bolloré arrive. Tout le monde est assez affaibli et je trouve qu'avec cette nouvelle maquette et tout ce contexte, ça s'est vu assez vite. Il y a eu plusieurs nominations dans le groupe de proches de Vincent Bolloré. Et ensuite, bon, il y a eu des questions plus éditoriales où on a vu voilà, des signes un peu plus clairs d'un changement éditorial, quoi. Oui, au début, je suis d'accord avec Juliette, c'est comme des petits cailloux. On se dit, ah tiens, c'est bizarre. Ah tiens, ah ok. Mais c'est pas frappant.
Et c'est signe d'ailleurs que probablement, c'était pas encore tout à fait décidé qui allait gagner entre Vincent Bolloré et Bernard Arnault. Parce que Vincent Bolloré, il avance pas avec des petits cailloux. Il avance frontalement, violemment. Enfin, c'est ça qui est documenté. Donc, quand même, en fait, il a un souci, Vincent Bolloré, quand il prend possession du groupe, quand il devient majoritaire, c'est que la Commission européenne n'a pas validé l'OPA. Donc, il y a une année qui s'écoule entre le moment où il est actionnaire principal, il a racheté, l'OPA a été, mais elle n'est pas validée par l'Union européenne. Donc il a pas le droit, ça s'appelle le gun jumping, il n'a pas du tout le droit d'interférer dans les décisions à la fois du JDD et de Paris Match. En revanche, dans cette année-là, ce qui est très très clair, c'est que c'est lui le patron. Il contrevient aux règles de l'Union européenne sur la concurrence, etc., etc. Il n'a pas le droit d'être le patron. Donc à partir de juin 2022, quand c'est réglé, c'est lui qui a racheté. Là, pour le coup, ça devient, en tout cas à Paris Match, extrêmement voyant que c'est lui le patron, même si il n'en a pas le droit. C'est là où il y a l'affaire de la une Du du Card- cardinal Sarah. Vous pouvez nous expliquer ce qu'était cette affaire? C'est début juillet 2022, tout le monde s'apprête à partir doucement en vacances. C'est là la une de match à ce moment-là. Alors l'été, c'est quand même un moment où nous, on vend beaucoup. Et c'est un moment, Paris Match, c'est un mélange, une alchimie un peu étrange entre du grand reportage, la guerre, des drames, etc., de la société et du people. Et les unes, elles sont quand même toujours consacrées au people. Paris Match vend énormément au numéro. Il a beaucoup d'abonnés, mais il peut vraiment multiplier par 10 ses ventes selon les numéros. Donc la couve est très très importante et l'été, c'est les couves estivales. Et là, la première couve qui lance la période de l'été, c'est le cardinal Sarah, qui est un cardinal, moi je ne savais pas qui c'était, absolument inconnu, très réactionnaire, c'est un cardinal africain. Et là, il est en une de match. Et de toute l'histoire de match, le journal n'a jamais mis un cardinal en une, même quand les plus célèbres qui étaient français sont décédés, etc. On n'a pas du tout, enfin, c'est pas dans notre histoire. Et là, ça signe vraiment. Le papier est fait par Philippe Labro, qui donc est déjà chroniqueur au JDD à ce moment-là. Oui, je crois qu'il commençait à devenir chroniqueur au JDD. Ouais. Qui est un conseiller historique de Bolloré sur les médias. Et à l'intérieur du papier, il n'est jamais fait mention du fait que ce soit un cardinal très conservateur, très réactionnaire. Hein. Il a écrit des choses absolument délirantes sur les homosexuels. Enfin, et c'est jamais étayé. Et donc, nous, on comprend tout de suite que ça, c'est une dictée par Vincent Bolloré. En 2023, Geoffroy Lejeune arrive à la tête de la rédaction du JDD. C'est un peu le coup de tonnerre que je pense que le plus de personnes ont vu, parce que ça a fait grand bruit, surtout la grève qui a suivi. Du coup, comment vous apprenez ça? Quelle est la réaction? Comment se passe la grève à ce moment-là, quand vous apprenez cette arrivée? Alors, on savait qu'on allait changer de directeur, puisque Jérôme Begley arrivait à Paris Match. On savait qu'on allait changer de directeur, et quelques semaines encore avant ça, on savait aussi que Geoffroy Lejeune était, entre guillemets, sur le marché du travail, puisqu'il n'était plus directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Mhm. Euh, et on en blaguait, on disait, bah, tu vas voir, non, ils vont quand même pas le nommer, enfin, ce serait dingue, etc. Et donc, la première réaction, ça a été quand même, je pense, de l'incrédulité. Et on l'a appris pas du tout par notre direction, ni par la direction de la Gardère News. On l'a appris par un article du Monde, bien informé. Et donc, c'est sur la foi de cette information voilà, de nos confrères qu'on a su ça. Et notre réaction, ça a été, on a là, quand je dis on, c'est la Société des journalistes. Donc, moi, j'étais aussi coprésidente. Et on a réuni tout le monde et on s'est mis en grève immédiatement, en fait, parce qu'on s'est dit comment réagir. On ne va pas faire un courrier, on ne va pas demander à être reçu par la direction. Enfin, voilà. Là, il faut, vu l'ampleur enfin, peut-être presque le côté outrancier de cette nomination, tellement aux antipodes de la ligne éditoriale du GDD, de son histoire, de ses valeurs. Il n'y avait pas de demi-teinte possible. C'était forcément la réaction maximale tout de suite. Donc on s'est mis en grève, on a voté à 99%. Ça a duré comme ça 40 jours et c'est jamais descendu, je crois, en dessous de 94% de gens en faveur de la grève. Voilà. Et à partir du moment où on a compris que la décision était actée, voilà, qu'il n'y aurait pas moyen de revenir dessus, on s'est attaché à négocier avec la direction.
pour que les personnes qui ne souhaitaient pas travailler sous ses ordres puissent partir dans les meilleures conditions possibles, et que celles qui resteraient puissent bénéficier de garanties d'indépendance éditoriale. Donc on a essayé de renforcer les chartes de déontologie du groupe, qui est une charte commune Paris Match, Journal du Dimanche. Qu'est-ce que ça a donné, toutes ces négociations Eh bien, on a perdu. Geoffroy Lejeune est resté. Nous sommes tous partis, ou presque. Quant à la charte de déontologie ou d'éthique, il y a eu un moment où on a compris qu'en fait, voilà, il n'y aurait rien qui serait acté qui garantirait une quelconque indépendance. Et du coup, à Paris Match, il n'y a pas eu de mouvement de grève qui a suivi celui du JDD, il me semble. Non, en fait, ouais, c'est une interrogation que j'ai. Vincent Bolloré, donc il fait toujours un coup d'éclat à iTélé, c'était Morandini, c'est ça. Au JDD, c'est Geoffroy Lejeune. Et nous, qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'est et moi, je pense qu'il fait ça à chaque fois, mais c'est mon interprétation pour voir qui il a en face de lui, pour voir la force de la rédaction, parce que finalement, c'est le seul contre-pouvoir. Et comme l'a dit Juliette, il est peu outillé. On a très peu de choses qui nous protègent. Donc, voir si le collectif tient, s'il y a des meneurs, etc. Donc, est-ce que la couve Sarah, c'est qu'en fait, lui, ce qu'il attend, c'est en vrai, hein, je ne sais pas si Juliette partage mon avis, mais c'est la grève. À chaque fois, ça s'est fini. iTélé, Europe, le JDD, etc. C'est une grève et ça lui permet de virer toute la rédaction parce qu'il a jamais reculé devant une grève. Donc en fait, c'est vraiment très compliqué parce que c'est à la fois un piège et puis en même temps, au JDD, ils n'avaient pas le choix. Enfin, disons que ils n'auraient pas pu ne pas faire grève devant un tel affront à leur indépendance, à ce qu'était ce journal. Mais en même temps, c'était l'assurance. Alors je dis ça, Juliette, elle dira non, nous quand on fait grève, on pense qu'on a une chance de gagner. Ben non, moi je pense ils avaient aucune chance de gagner. Mais quand on est dedans, on espère toujours que ça se finira Mais bien. surtout, on ne peut pas faire autrement, comme tu le dis, que de faire grève et d'y croire, parce que sinon, Oui, ça sert à rien, c'est voilà, vide de sens. sinon on fait vite ses cartons. Et l'autre but de la grève, c'est que tout ça soit exposé. C'est-à-dire que ça ne reste pas dans le petit monde des journalistes. Beaucoup de gens ne comprennent pas le côté, l'aspect particulier d'une entreprise de presse. Voilà, on ne fabrique pas des t-shirts, on ne vend pas des jeans. L'information, c'est un bien commun, quoi. Et donc, on peut pas, enfin, nous, on estimait en tout cas qu'on peut pas faire n'importe quoi d'un journal et juste prendre sa coquille, son nom, son histoire, tout ce qui fait que ça a été un journal reconnu et prestigieux et assez prescripteur sur un certain nombre de sujets, en tout cas très lu par les politiques, les décideurs, etc. Juste garder cette coquille-là et changer complètement la ligne éditoriale pour la tordre vers la droite extrême. Non, mais c'est sûr qu'à un moment, oui, c'est rien que pour cette histoire de réussir à atteindre ses lecteurs et de dire ce qui se passe, c'était crucial. Nous, je me souviens, on se disait, les unes changeaient, on se mettait à voir donc le cardinal Sarah, mais il n'y a pas eu que ça, et on se disait, qu'est-ce qu'il en sait, notre lecteur? Mm. Qu'est-ce qui sait que... Enfin, et puis en plus, il y avait des articles qui étaient écrits par des gens qui n'étaient pas des journalistes. Je me souviens alors j'étais plus là, mais je me souviens d'une couve à Noël sur la crèche de Noël avec un article enfin, prosélytiste, enfin, écrit par un catholique intégriste, mais maquetté tout ça comme un article de journaliste. Donc c'était une enquête sur la Vierge Marie et sur la crèche de Noël. Et ça, alors, et en fait, nous, on n'a jamais pu. Moi, je sais que Julia Cagé, désormais, quand elle aide des journaux qui se créent à faire leurs chartes, leurs trucs, désormais, je crois, ils ont le droit, les journalistes, de prendre la une, d'écrire quelque chose, d'alerter leurs lecteurs s'il se passe quelque chose. Et ça, c'est vachement important. Les rêves du JDD, c'était une déflagration. D'un coup, parce que c'était le JDD, parce que c'était... d'un coup, tout le monde s'est dit quoi? Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Le fait que plus de 95% de la rédaction s'en aille, etc. Et en fait, donc moi, j'étais pas dans cette histoire-là, c'est l'histoire de Juliette et de ceux du JDD, mais évidemment, ils n'avaient pas d'autre choix que de faire ça. Et puis ça a mis en lumière plein de choses extrêmement inquiétantes, notamment le désintérêt de la classe politique qui s'est peu mobilisée, voire à l'inverse, le fait que le sujet de la liberté de la presse soit désormais quelque chose de partisan,
d'un côté, en gros, la gauche qui dit il faut se battre pour la liberté de la presse, et de l'autre côté, la droite qui dit de quoi parlez-vous, il n'y a pas de problème là-dessus. Et je me souviens encore de Nicolas Sarkozy allant à un JT pour dire, dans le JDD version Le Jeune, donc version extrême droite, enfin, il n'y a que des journaux de gauche, on peut avoir un journal de centre droit. Enfin bon, voilà, ça a mis en lumière devant tous les difficultés, enfin, la menace majeure que fait peser Vincent Bolloré sur les journaux. C'est vrai que tout cet épisode montre à quel point ces actionnaires-là, et là en particulier Vincent Bolloré, sont au-dessus des lois, vraiment au-dessus des lois. Donc c'est compliqué de se mobiliser pour les autres. Et d'autant plus quand, si on est porte-parole d'une ESDJ ou élu d'une ESDJ, on n'a absolument aucune protection. Oui, c'est compliqué. Oui, parce qu'une société de journalistes, je ne sais pas si vos auditeurs savent ce que c'est, mais c'est dans à peu près tous les médias, sauf dans ceux de Vincent Bolloré. Mais sinon, dans tous les autres, il y a les journalistes, enfin la rédaction se réunit pour élire des membres d'un bureau qui seront bénévoles et qui ont à charge de vérifier que l'indépendance n'est pas attaquée, que la déontologie est respectée, etc. En temps normal, c'est plutôt tranquille. C'est un dialogue avec la direction sur les sujets qui peuvent poser problème, mais c'est pas comme dans toutes les entreprises. C'est là aussi quelque chose qui n'est pas forcément évident pour le grand public. C'est que nous, on estime, en tant que journaliste, on a notre mot à dire sur le contenu du journal dans lequel on travaille. En tout cas, ça doit être un dialogue. On doit pouvoir questionner la direction et dire mais pourquoi on a fait tel traitement de tel sujet, pourquoi on a choisi tel angle. On a énormément mentionné le mot ingérence depuis qu'on a commencé à enregistrer. Donc j'aimerais bien qu'on parle de ces ingérences, et surtout je pense que c'est assez opaque de l'extérieur de se dire quelle forme ça prend une ingérence. Est-ce que c'est Vincent Bolloré qui débarque dans votre bureau et qui vous arrache le papier des mains, ou est-ce que c'est plus insidieux? Je pense qu'il y a aussi une place peut-être importante de l'autocensure. Par exemple, de se dire bah non, je vais pas écrire un article mauvais sur le concurrent direct de Vincent Bolloré, même si c'est légitime, je le ferai pas parce que j'ai aucune crédibilité d'écrire. Enfin, enfin, quelle forme ça prend, quelle est un peu cette part d'autocensure, et quelles sont du coup les différences? Vous avez mentionné un petit peu qu'avec la famille Lagardère, il y avait déjà quelques petites ingérences, un management compliqué, etc. Quelle dimension supplémentaire ça a pris avec Vincent Bolloré par la suite? Les ingérences, elles sont assez invisibles au départ. Enfin, à part parce qu'elles ne se font pas à notre niveau de la rédaction, elles se font au niveau de notre direction. Donc nous, on ne sait pas ce qui se passe. Et comme la direction est un peu inquiète de sa rédaction, elle ne va pas dire en conférence de rédaction, on nous a imposé un sujet sur telle personne. Donc nous, on a eu du mal à recenser. On a essayé de recenser. En fait, petit à petit, il y a des choses énormes qu'on voit quand même, malgré tout. Je me souviens, vous c'est pareil, mais Canal+ a racheté, s'est désengagé de Cannes. Enfin, c'était pas son choix, hein, il a été désengagé de Cannes et il s'est repositionné sur le Festival de Venise. Nous, Cannes, c'était vraiment un moment très important pour Match. Là, cette année-là, on en a fait très très peu. Et puis surtout, on a fait beaucoup, beaucoup sur la Mostra. L'année d'avant, quand la Mostra de Venise n'est pas entre les mains du groupe Canal, on avait fait juste un micro-papier pour annoncer le Lion d'Or. L'année où Vincent Bolloré, enfin Canal+, investit dans la Mostra, on fait 3 sujets. Un sujet avant pour dire est-ce que la Mostra de Venise c'est mieux que Cannes. Évidemment, c'est le papier dit que c'est mieux. Ensuite, on a fait une sur Catherine Deneuve, mais titrée sur la Mostra, sans interview d'elle exclusive, ni photo exclusive. Donc ça aussi, dans Match, ça n'arrive pas quand on met un people en une, c'est qu'on a soit une interview, soit des photos. Là, on n'avait rien, donc c'était juste promo sur la Mostra. On a fait encore 10 pages la semaine suivante avec un titre en appel de coup sur la Mostra, alors qu'on ne traitait jamais la Mostra. Bon, là, très clairement, c'est parce que ça sert les intérêts de l'actionnaire. Donc, il y a plusieurs histoires comme ça. Donc, mais après, il y a plein de choses que nous, on ne sait pas. Et moi, je me souviens une fois où il y a une réunion où j'avais été prise violemment à partie par le directeur de la rédaction. Et donc, tout le monde avait été très choqué, moi en première. On avait une exclusivité, je crois que c'était avec Ruquier. On avait une exclusivité avec Ruquier, ils nous l'ont fait sauter parce qu'il est concurrent, il est sur RTL et pas sur Europe. Parfois, dans des moments, la rédaction en chef dit quelque chose, mais en fait, en général, eux, ils n'ont pas intérêt à nous le raconter puisqu'ils savent que ça va sortir. Donc, il y avait ça, et puis il y a eu une affaire qui, moi, a précipité mon licenciement, qui était l'édito... en fait, la ministre de la Culture de l'époque
avait Rima Abdul-Malak. Ouais, Rima Abdul-Malak, merci, avait, à une interview sur France Inter, elle n'avait pas du tout menacé CNews et C8 de perdre leur fréquence, elle avait juste rappelé les règles de l'Arcom. Et eux, on avait, comme ils font toujours, avaient distordu les faits, avaient expliqué qu'elle avait menacé C8 et CNews de perdre leur fréquence. Donc, à l'époque, officiellement, on n'appartient pas à Vivendi. On n'a aucun rapport avec ce groupe. Et donc, C8, CNews, c'est pas nous. Mais dans le JDD, qu'est-ce qui s'est passé Dans le JDD, il y avait eu une prise à partie, il y avait une prise de parti contre Rima Abdul-Malak dans 3 articles, je crois, différents. Une tribune, et oui, et on avait rajouté une question dans une interview de Bruno Retailleau, qui était sénateur à l'époque. Il avait rajouté une question sur cette intervention de Rima Abdul-Malak, etc. Donc vraiment, prise de position très forte. Et là, on a commencé à se dire aussi de plus en plus, on était en février 23, donc quelques mois avant l'arrivée de Geoffroy Lejeune, mais c'était de plus en plus des synergies croisées quand même Paris Match JDD. Quand il y avait comme ça quelque chose qui semblait assez téléguidé, on le voyait directement dans les 2 journaux. Si c'était le dimanche dans le JDD, c'était repris par Paris Match, ou d'un coup le JDD vantait les bons chiffres des ventes de la une du cardinal Robert Sarras, ce qui n'était même pas vrai en plus, c'était pas du tout une très bonne vente, mais nous on avait fait un article, il y avait eu un article dans le journal, je ne sais plus qui l'avait écrit, mais je ne pense pas que c'était un des journalistes de base de la rédaction, pour dire que ça avait été une vente par record, mais une très très bonne vente, alors que c'était plutôt un flop. Voilà, c'est le côté synergie sur des sujets très très précis comme ça. Et d'ailleurs, sur cette affaire des fréquences C8, CNews, donc le dimanche, d'abord, 3 papiers dans le JDD pour s'insurger de ces propos qu'elle n'a pas tenus, je rappelle. Et le jeudi, un édito du patron de Paris Match, Patrick Mahé, et qui était hallucinant, qui s'appelait Tentation totalitaire, et qui était d'une violence inouïe, et qui prenait parti pour C8 CNews, avec qui officiellement on n'avait aucun rapport. Et donc, donc ça, évidemment, ça sort pas de nulle part. Les propos avaient été déformés, ils en avaient fait comme ils font maintenant. Ils avaient d'un petit truc fait une affaire d'État en détournant les propos, en faisant une fake news. Ils avaient monté une fake news et qu'ils avaient distribué ensuite dans les journaux du groupe. Et nous, on avait eu cet édito, alors que dans Paris Match, c'est très rare de voir un édito. En général, il y a peu d'éditos. Et là, un édito pour soutenir C8 et CNews, voilà, c'est Vincent Bolloré. Donc. Il y avait eu aussi le livre Dieu, la science et l'épreuve. Exact. De Michel-Yves Bolloré, le frère de Vincent Bolloré, et avec un autre auteur, qui était paru en octobre 21 et qu'il a fait. Paris Match y avait consacré un article, je crois que c'était les frères Bogdanov qui avaient écrit. Ouais, et qui s'intitulait Les preuves de l'existence de Dieu. Point. Et moi, j'avais dit, si on a enfin les preuves de l'existence de Dieu, c'est la une, c'est un scoop quand même. Et non, donc ça s'appelait comme ça. Le livre qui prouve l'existence de Dieu. Voilà, le titre du livre, c'était Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution. Il y avait eu à plusieurs reprises des tentatives de publier un article autour de ce livre, et en fait, il y a eu des refus à chaque fois. Et pourquoi autant d'insistance à traiter ce livre ? Voilà, c'était qui était couvert que plutôt par les médias de la sphère d'extrême droite, et le Figaro. Bolloré, quoi, du Figaro. Ouais. Ça, c'est des exemples en fait d'influence. C'est effectivement pas l'actionnaire qui décroche son téléphone pour appeler les journalistes. Il le fait peut-être auprès des directeurs de la rédaction, mais ça passe pas par notre niveau de responsabilité, quoi. On a parlé un peu de ton licenciement, Caroline, et je trouve que c'est une histoire intéressante, parce que du coup, c'est effectivement peut-être dû, en tout cas de ton interprétation personnelle, à ton implication dans la SDJ et ton implication à maintenir l'indépendance de la rédaction. Comment il se passe, et
pourquoi tu n'as pas d'accord de confidentialité, contrairement à d'autres personnes que tu as mentionnées qui ne pourraient pas s'exprimer aujourd'hui. Moi, je dis que mon licenciement, c'est mon interprétation, elle est quand même étayée. Ma lettre de licenciement fait état, je parle sans retenue, je prends mes vacances en même temps qu'une autre journaliste du service auquel j'appartenais. Donc mes vacances sont quand même validées par mes supérieurs hiérarchiques, donc c'est plutôt à eux d'être licenciés. Donc les causes, les motifs sont tellement fallacieux. En plus, après, j'ai passé 20 ans dans le journal et j'ai jamais eu ni un reproche, mais plutôt tout le temps que des éloges. Donc, c'était très soudain. Et ensuite, la rédaction à 2 reprises. D'abord, quand on a été, je dis on parce qu'il y avait une autre journaliste au bureau avec moi qui a été aussi assez malmenée. Donc, quand Mariana Gréppinet et moi, on a été intimidés, harcelés, etc., la rédaction à 100% a fait un communiqué s'indignant des intimidations dont on était les objets. Et ensuite, quand j'ai été licenciée, la rédaction à 100% s'est indignée de mon licenciement lié à mon rôle au sein de la Société des journalistes. Et une quarantaine de sociétés des journalistes des médias français ont signé une tribune s'indignant du licenciement d'une élue de la SDJ. Donc, c'est mon interprétation, mais disons que j'en vois pas d'autres. Et au sein de la rédaction, personne s'y est trompé, et ni au sein des autres SDJ. Donc, juste pour dire ça. Et en fait, moi, j'ai reçu une lettre de licenciement. Je rembobine un tout petit peu. Donc, la fin, mes dernières semaines à match ont été très difficiles. Et je me souviens qu'il y a eu les vacances de février, et je dormais plus, j'étais très émotive et tout. Donc, je suis allée voir un médecin qui m'a dit, il faut vous arrêter, il faut aller voir des spécialistes, un psychiatre, un psychologue. Et en fait, quand on est dans le combat, on ne s'en rend pas compte. Et puis, on pense que si on s'arrête, tout va s'écrouler pour les autres et qu'on est tellement important. Tout ça étant évidemment faux, mais bon, on est debout parce qu'on se bat. Et donc, c'était absolument impossible pour moi de m'arrêter. Et puis, c'est vrai que j'allais pas bien, c'était trop dur. Et les élus, les syndicats, tout le monde m'a dit, va voir la médecine du travail. Et donc, c'était un jeudi, je suis allée voir la médecine du travail. Et là, le médecin du travail m'a dit, en fait, Caroline, vous avez crevé, faut partir. Et puis, vous reviendrez plus jamais dans ce journal. En fait, vous n'allez pas survivre, vous sortez d'ici et vous allez voir un médecin. Et moi, je me suis effondrée en sanglots. Là, d'ailleurs, je suis capable de me réeffondrer en sanglots. Et d'un coup, toute cette violence m'est tombée dessus. Et le fait que ça soit quelqu'un lié à mon métier qui me dise, Caroline, c'est fini. Je ne le connaissais pas, hein, vous partez, mais il savait ce qui se passait au journal. Et donc, je me suis arrêtée le lendemain, le temps que je trouve un médecin. En plus, je suivais une manifestation. Je suis allée couvrir cette manifestation. C'était complètement ridicule, en me disant, je ne peux pas les planter, le pauvre photographe et tout. Puis le lendemain, j'ai été arrêtée. Et le lendemain, la médecine du travail et les syndicats sont montés à la DRH pour dire, en fait, ce qui se passe avec Caroline est inacceptable. Et le week-end, la rédaction a fait un premier texte qui s'indignait des pressions, etc., voté à 100%. Et le lundi, ils ont mis à la poste ma lettre de licenciement. Donc déjà, ils s'en foutent complètement de toutes les lois qui protègent le salarié, le journaliste, etc. Parce que là, normalement, quand les élus, les syndicats et la médecine du travail font un signalement, on ne vire pas. C'est impossible. Il y a d'ailleurs eu une enquête pour atteinte à la personne qui a été faite sur moi avec les syndicats, etc., qui a été déclenchée. Donc, donc ça s'est étayé. Donc, eux, ils avaient juste envie que je m'en aille. Et donc, en fait, après, on prend un avocat. Et l'avocat dit, ça serait pas mal, on peut aller... Enfin, moi, j'ai un avocat exceptionnel qui s'appelle Maître Martin Benoît. Mais souvent, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on négocie. On ne veut pas être licencié, on ne veut pas que ça soit inscrit dans notre vie, dans tout ça. On veut repartir. Et puis, on conteste le licenciement. Donc on négocie avec eux, on se met d'accord. On augmente l'enveloppe et puis on signe un accord. Et dans ce cas-là, c'est des accords de confidentialité qui sont plus restrictifs que ceux qu'ont signé ceux du JDD et qui nous interdisent de parler. Et en fait, moi, dans mon cas personnel, je m'étais beaucoup battue, je m'étais vraiment beaucoup impliquée. Et ça me semblait absolument démentiel d'avoir fait tout ça pour plus être capable, plus avoir le droit ensuite d'en parler, d'arrêter ce combat. Et au fond, juste pour signer un chèque. Et donc, j'ai pensé que... Et puis en plus, pour moi, mais pas que pour moi, mais pour moi, c'était aussi important que... non, j'ai pas été virée parce que je prenais mes vacances en même temps que ma copine, enfin, qu'une collègue. J'ai été virée parce que j'ai défendu des choses qui sont pas que pour la rédaction de Paris Match, mais pour le collectif des citoyens français, pour une information. Donc,
Du coup, moi, j'ai dit non, on négociera jamais. Et puis à l'audience de conciliation des prud'hommes, on a dit qu'évidemment on négociera pas. Et mon avocat leur a dit que jamais je négocierai. Et en fait, je ne le regrette pas. Je comprends que ça soit pas possible pour tout le monde. C'est très coûteux en temps, euh, euh, psychologiquement, parce que moi, j'ai donc été licenciée il y a 2 ans. J'ai toujours pas de date de procès au prud'homme. Donc je suis toujours rattachée à mon journal, à cette histoire, et on a envie de tourner la page. Tant que ça c'est pas fait, on la tourne pas. Mon avocat il me demande toujours une pièce en plus, un truc, etc. Et puis voilà, c'est là au-dessus de moi. Mais et puis je sais pas quelle sera la décision de la justice, donc c'est aussi très incertain. Mais je pense que c'est très important parce que au moins on documente. Entre le départ de Bruno Jeudi et mon départ à Match, je pense qu'il y a une vingtaine de personnes qui sont parties. Elles sont toutes parties en silence. Si ces 20 personnes avaient dit, ben en fait, je pars, mais c'est pas vraiment, je pars parce que on convoite mon poste pour mettre un proche de Bolloré, ou etc., etc. Et ben, on en aurait plus parlé de ce qui se passait à Paris Match. Et le fait de les forcer au silence empêche de documenter ce qu'est en train de faire actuellement, enfin ce qu'il a presque fini malheureusement, Vincent Bolloré, parce que je rappelle que Vincent Bolloré crée des médias d'extrême droite, c'est son droit. Je le regretterai, mais c'est son droit. Mais qui prennent des journaux comme les nôtres, qui étaient des institutions avec une histoire, avec un socle de lecteurs, pour en faire des organes enfin, de propagande de son idéologie conservatrice, ben ça c'est extrêmement dangereux pour 2 raisons. D'abord parce qu'il a un lectorat captif qui l'abreuve de choses, et dans le cas de Paris Match, à certains papiers, c'était plus discret que le JDD d'aujourd'hui, mais donc je ne sais pas ce qu'en sait le lecteur, mais aussi en fait il assèche la concurrence, parce que s'il crée un nouveau journal, en face il y aurait toujours le JDD, mais maintenant il n'y a plus le JDD. Donc en plus, il affaiblit tous les médias dont on dispose en prenant des titres qui ont construit un lectorat, qui ont une histoire, qui sont associés à une identité, etc. Ben, en les prenant, il les enlève du marché. Et donc il n'y a plus en face de lui le JDD. Et ça aussi, c'est hyper dangereux. Donc voilà. Du coup, aujourd'hui, comment vous décririez ce que vous lisez dans Paris Match et dans le JDD, si vous allez acheter au kiosque le JDD et le Paris Match, qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que vous connaissez encore des gens qui travaillent toujours là-bas? Et comment ça se passe pour eux? Est-ce que c'est resté au même statut que quand vous êtes parti, ou est-ce que c'est de pire en pire? Est-ce que maintenant la rédaction marche au pas? Comment ça se passe un peu aujourd'hui? Paris Match, maintenant, a été racheté par Bernard Bernard Arnault. Arnault. Donc, il n'y a plus cette volonté de produire un discours idéologique. Probablement, il y a d'autres choses, parce que ces actionnaires-là, ils n'ont pas à cœur vraiment, malheureusement, l'indépendance de la presse. Mais donc, et moi, j'avoue, c'est dur, hein. J'ai travaillé 20 ans dans le journal, je l'ai vraiment adoré. Je ne m'attendais pas du tout à être licenciée. Donc, du jour au lendemain, je me souviens, j'étais, bon, bref, quand j'ai reçu ma lettre, et je ne peux plus le lire. Je ne l'ai jamais réouvert. On m'envoie des choses, donc c'est pour ça que je suis au courant quand même qu'ils ont fait leur une sur la crèche de Noël, sur le monastère, un petit peu, pas tout à fait comme les autres. Enfin bon, je sais ce qu'ils font parce que je vois les choses passer, mais je ne l'ai plus jamais réouvert. Et j'ai construit ma vie dans le journal. J'ai vraiment mes meilleurs amis dans le journal. Juliette, je l'ai connue là, et on n'est pas réunis là grâce à toi. On se voit beaucoup. On s'est jamais, enfin beaucoup, pas assez. Mais voilà, j'ai vraiment créé des liens très importants. Et en fait, je réalise que maintenant que j'ai quitté ce journal, je ne vois que ceux qui l'ont quitté aussi. Après, le JDD, je le dis jamais, mais enfin, c'est devenu un journal d'extrême droite. Moi, ce que je regrette à titre personnel, c'est qu'il y ait autant de ministres, de chefs, enfin, les chefs d'entreprise peut-être un peu moins, mais qu'il soit traité comme un journal normal. Une fois, j'ai entendu, c'est la première fois de ma vie que j'ai fait ça, mais à la revue, non, sur France Inter, sur la matinale, ils ont cité le JDD comme un journal normal. Dans tel article du JDD ce dimanche, blablabla, blablabla. Et moi, ça m'a choquée. On ne citerait pas minute. Enfin, je veux dire, c'est plus on sait qu'il produit enfin, essentiellement des fake news, qui déforme, et il faut plus le lire, plus le citer. Il est plus dans la galaxie de la presse. C'est pas un journal d'information. Ça s'appelle un journal d'opinion. Je regrette que le mot journal soit accolé. C'est juste quelque chose qui produit de l'opinion. Et donc, moi, je suis très, très choquée. Et c'est pour ça que Bolloré est aussi intelligent aussi, quand même. C'est que
En fait, les gens ont continué à lire le JDD, même version extrême droite, à le citer, à accepter d'être interviewé. Moi, je suis hyper choquée de... Ils ont une responsabilité, les politiques, quand ils accordent des interviews à des journaux d'extrême droite. Moi, je peux pas m'exprimer sur le contenu du JDD d'aujourd'hui, je le lis pas. Je le lis pas. En vrai, je ne l'ai pas ouvert, donc je vois passer, pareil, on fait passer des unes, quelquefois des articles, etc. Mais j'ai pas envie, oui, j'arrive pas à lire. Euh, pour moi, c'est plus le journal dans lequel j'ai travaillé, c'est plus le JDD qui portait ce nom-là. Enfin, voilà. Oui, par ailleurs, juste, moi, je stigmatise pas les lecteurs du JDD version extrême droite. Il faut leur parler, c'est sûr. Enfin, quand je dis, mais en revanche, les hommes politiques et les femmes politiques ne devraient pas s'exprimer dans des organes qui sont des organes d'opinion. D'autant plus que s'ils veulent parler aux électeurs d'extrême droite, qu'ils fassent des politiques publiques de bon niveau. Enfin, ils ont tous les outils en main pour pouvoir réussir à... mais ce n'est pas en s'adressant à travers des organes idéologiques à un électorat qu'on conquiert cet électorat. Donc cet argument que eux agitent est fallacieux. Et c'est sûr qu'il faut parler aux gens qui votent RN, et évidemment, il faut les écouter, il faut leur parler, etc. Mais c'est pas en allant dans ces journaux. En allant dans ces journaux, au contraire, on légitimise les idées des dirigeants du Rassemblement national et des franges extrémistes. On a du coup beaucoup parlé de vos expériences personnelles. On va élargir un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'Article 34 sur quelle base l'association a été créée? Quelle mission vous vous êtes un peu donnée dans le cadre de cette association? On l'a créé en fait à la fin de la grève. On s'est retrouvés donc beaucoup de très nombreux anciens journalistes du JDD. On a monté un- une espèce de pot d'adieu géant. Je présente comme ça, mais en fait c'était une soirée pour l'indépendance et la liberté de la presse au théâtre du Châtelet où on a réuni quand même 1000 personnes pour ce combat et c'était une façon pour nous de clore l'histoire et d'en redevenir un peu acteurs aussi. On a eu envie de transformer ça, cet élan, en une association avec l'idée de poursuivre ce combat autrement, donc pour essayer de défendre l'indépendance, le pluralisme et la liberté de la presse. En axant ça autour de quelques revendications principales au début, qui étaient accorder une protection aux sociétés des journalistes pour éviter que, par exemple, le cas de Caroline se produise, ou pour faciliter aussi la prise de position et les oppositions, enfin le dialogue critique avec la direction pour s'opposer aux éventuelles ingérences qu'on pourrait repérer ou influences de l'actionnaire. On demande aussi, enfin un de nos chevaux de bataille, c'est d'instaurer un droit de veto ou un droit d'agrément ou un droit de révocation du directeur de la rédaction. Donc là, c'était un cas qui était vraiment celui qui nous a concernés, mais c'est un droit qui existe dans différentes rédactions en France, des grosses rédactions comme celle du Monde, mais aussi les Échos, La Croix. Libération, enfin sous différentes formes, mais le droit à la rédaction d'avoir son mot à dire sur la nomination du directeur ou de la directrice, avec l'idée que si on travaille plutôt en bonne intelligence avec cette personne, ce sera constructif pour tout le monde et bénéfique pour les lecteurs et pour l'information, etc. Et que ça peut limiter justement l'ingérence au niveau des actionnaires. Et puis, on avait un troisième point sur le fait de rendre obligatoire la négociation d'une charte de déontologie ou d'éthique, négociée avec la SDJ, avec les représentants de la Société des journalistes. Aujourd'hui, il y a la loi Bloch qui existe et qui demande déjà à ce que chaque rédaction soit dotée d'une charte de déontologie, mais les sanctions ne sont absolument pas appliquées si ce n'est pas le cas. Donc, il y a tout un tas de médias où il existe une charte comme ça, mais qui n'a pas été négociée du tout. Et dans notre cas, un représentant de la SDJ avait participé à l'élaboration de la charte, mais on n'était pas, je pense, allé assez loin et on n'avait pas imaginé voilà, tous les cas de figure.
Et donc, on ne sait pas très bien comment s'en saisir quand on est une société des journalistes de cette charte. On ne sait pas si on peut s'en servir en justice, par exemple, l'opposer à notre direction ou à notre actionnaire en cas une mesure qui contreviendrait à un article de la charte. Donc voilà, on voudrait les rendre plus contraignantes pour toutes les parties, ces chartes. Et mieux, surtout appliquer la loi Bloch qui les rend déjà obligatoires, mais il n'y a jamais de sanction en fait. Donc ça, c'est un peu les 3 mesures de départ. Je suis allée chercher quelques chiffres pour que les auditeurs et auditrices se fassent une idée. Mais du coup, aujourd'hui, 11 milliardaires possèdent 81% des journaux de la presse quotidienne nationale, 95% des journaux de la presse hebdomadaire, 47% de part d'audience de radio et 57% de part d'audience télé, selon donc l'ACPM, qui est donc l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias. C'est énorme. Quel est le projet derrière pourquoi tout le monde passe à l'attaque? Il y a toujours eu des milliardaires qui ont acheté les médias. Ça fait longtemps, en fait, qu'il y a des milliardaires qui sont propriétaires d'Assaut, enfin, il y en a R100, il y a toujours eu, et il y a toujours eu des relations compliquées avec les actionnaires. Alors, le fait qu'il y ait des milliardaires qui achètent de la presse, ben, c'est vrai que ça serait mieux si les journaux appartenaient aux journalistes, ça c'est sûr. Mais les journaux, désormais, enfin la plupart des médias perdent de l'argent. Donc c'est une économie qui est compliquée, qui est en train de se restructurer, qui a fait face à quand même un bouleversement technologique massif, enfin vraiment une révolution industrielle. Et donc dans cette reconfiguration, la profession est sortie hyper affaiblie. Et c'est pour ça que j'ai adhéré tout de suite à l'article 34, mais parce qu'en fait, avant, on avait du pouvoir, nous les journalistes. Au sein des rédactions, on avait vraiment du pouvoir. Et parce que sinon on partait, parce que, etc. Mais maintenant, on a été tellement fragilisé qu'on n'a absolument aucun outil entre les mains. Et c'est vrai que l'outil de pouvoir, si on avait la possibilité de s'opposer ou de voter pour la nomination de notre directeur, ben, le directeur, il serait attentif à sa rédaction. Et du coup, il ne ferait pas n'importe quoi. Et donc, il y a des choses qu'il faudrait faire. Et en fait, les lois ne se sont pas du tout adaptées à ce bouleversement massif qu'on a traversé depuis les années 2000 et qui ont rendu nos médias très fragiles. Et du coup, cette fragilité a permis l'arrivée de milliardaires qui n'avaient aucun lien avec la presse. Parce que souvent, quand même, c'était des hommes de presse. Et là, ça a permis cette arrivée-là de ceux qu'on a appelés les actionnaires prédateurs et qui ont voulu se saisir de la presse pour défendre soit une idéologie, soit le plus souvent leurs intérêts à eux. La loi sur la concentration, elle date de l'ère pré-Internet, ce qui est délirant. Et puis en plus, c'est des concentrations pas seulement de journaux, mais alors aussi de presse écrite, presse télé, radio, etc. Mais c'est pas que cette concentration-là. C'est aussi Bolloré, il a Havas aussi, donc c'est la pub, et la com, etc. Le cinéma, Le cinéma, la musique. la musique, il a les relais, la distribution, il a les livres. En fait, c'est une concentration qui est et verticale et horizontale. Et ça, c'est hyper dangereux. Et puis, il y a eu cette histoire avec le groupe Le Monde où un jour, Le Monde avait plus de pub de ceux qui mettent de la pub d'habitude. Et en fait, et donc, ils ont perdu plusieurs millions. Et ils ne se comprenaient pas pourquoi, je ne sais pas, par exemple, Renault mettait plus de pub dans leur page. Et donc, ils les ont appelés. Et Renault a dit, bah, nous non plus, on ne comprend pas. Et en fait, c'était Havas, Bolloré, qui était fâché d'une série d'articles sur lui, qui avait dit à Havas, dans toutes les campagnes qu'on a, on ne met plus rien dans le monde. Ils ont perdu plusieurs millions d'euros. Les médias ont été à un moment de transition et de bouleversement majeur, où ils sont sortis de là un peu exsangues, et que certains on en profitait. Et à ce moment-là, nous, journalistes, on n'avait pas mis en place ce qu'ils ont mis au monde. Enfin, dans la plupart des rédactions, n'étaient pas mis en place des contre-pouvoirs pour pouvoir faire face à l'actionnaire. Parce qu'en fait, dans la plupart, enfin, j'ai l'impression qu'au monde, ça se passe bien. Et pourtant, ils ont des milliardaires. Hein. Oui. Mais ils ont mis en place vraiment des ceintures bretelles et tout. Et en fait, ça, il faudrait que ça soit généralisé. Il faudrait probablement que ça passe par quelque chose, il faudrait les y obliger parce qu'évidemment ils n'y ont aucun intérêt. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que la liberté de la presse n'est pas dans le débat public, mais pas du tout. C'est-à-dire, c'est jamais quelque chose dont on se saisit pendant une élection. C'est pas un thème. Et alors que c'est tellement important. Comment peut-on voter si on n'est pas informé ?
Et pourtant, c'est pas du tout dans le débat public. Et donc, je m'en étais un peu inquiétée, j'en ai discuté. Et je me souviens notamment d'un politique qui m'avait dit, mais en fait, d'abord, la presse est désormais mal vue. Donc, vous êtes vus comme des élites, des gens d'en haut. Et donc, vous défendre, c'est pas ça qui va nous faire atteindre nos électeurs. Ça, c'est le premier problème. Et puis, le second problème, c'est que si on prend position, bien sûr qu'on va attaquer le groupe Bolloré. Et puis, donc, on sera plus invité à Europe, à CNews. On aura des mauvais papiers dans le JDD, etc., etc. Et donc, en fait, ils ont tout à perdre. D'où l'importance de faire un travail de lobbying pour réussir à faire avancer ces choses qui sont pas, je le répète, c'est pas des choses qui sont pour nous, journalistes, pour avoir une vie confortable. C'est quelque chose qu'on fait au nom du collectif, de toute la société. Partout dans le monde, tous les régimes réactionnaires ont monté leur première marche en prenant possession des médias. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui en France. Et on voit à quel point ça va vite, en fait. Ça va très, très vite. On se dit, on a le temps. En fait, on n'a plus le temps. On ne sait pas ce que ça sera dans 2 ans. Et on se dit, ah merde, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il faut se battre, il faut se bouger, il faut se mobiliser. Et puis surtout, là, il y a aussi quelque chose qui est remis en cause, et on le voit aux États-Unis, c'est la vérité, tout simplement. Mm. Alors, c'est compliqué à définir, mais enfin, quand tout se vaut, quand la paix égale la guerre, quand on entend des énormités vraiment dignes d'Orwell, quoi, euh, c'est plus qu'urgent, là, de défendre les médias. Et encore une fois, tout type de médias, c'est pas juste des médias de gauche, quoi. Et donc, une dernière question pour finir. Vous avez dit au tout début de l'enregistrement, donc aucune de vous deux n'est en rédaction actuellement. Est-ce que ça a un lien avec du coup votre expérience? Est-ce qu'il y a une forme de traumatisme un peu d'avoir vécu un rachat, vécu de la violence en rédaction et du coup une volonté de ne pas y retourner? Ou est-ce que c'est complètement décorrélé? Dans mon cas, oui. Moi, je veux plus travailler en rédaction. Enfin, là, je dis ça aujourd'hui, on verra un autre jour, mais je veux plus vivre ça. Je veux même plus travailler en entreprise. Donc, c'est compliqué, parce que du coup, il faut quand même payer son loyer, etc., etc. Mais ouais, je suis sortie de là et je me suis dit plus jamais. Mais ça fait que 2 ans, hein, il faut du temps. Mais c'est vrai que, ouais, en tout cas, moi, c'est clair que c'est compliqué. Ouais. Moi, je serais peut-être pas aussi catégorique que Caro. En tout cas, ce qui est certain, c'est que j'ai eu besoin de faire un gros pas de côté. Donc, je me voyais pas reprendre la pige ou chercher un poste en rédaction et repartir comme un petit hamster dans la roue après cette expérience qui était à la fois choquante et très forte. Parce que voilà, ce que je racontais sur l'expérience collective, ça a aussi changé mon regard sur les médias, ça a changé mon regard sur ma volonté de m'engager en fait. Donc je ne dis pas un non définitif au journalisme, au contraire, parce que c'est vraiment un métier que j'adore. Mais là, j'avais besoin de faire un gros pas de côté. Ouais. Merci d'avoir écouté le 4e épisode de Miroir médiatique. Nos autres émissions sont disponibles sur Spotify, Acast, Deezer et YouTube. Dans le prochain et dernier épisode de cette première saison, nous aurons un échange privilégié avec Rami Aboujamou, reporter de guerre palestinien, qui partagera son expérience de journaliste, mais aussi son quotidien sur la bande de Gaza.